Bon, bon après-midi. J'ai l'impression qu'on ne fera pas mieux en termes d'audience, au moins pour l'instant. Et donc, lançons-nous dans ce qui est la 9e séance de notre séminaire sur les périphéries et les frontières. Et avec ce 9e séminaire, nous commençons la partie sur la périphérie britannique, avec notamment les anglo-saxons et les vikings plus tard comme nouveaux arrivants. Notre séance d'aujourd'hui porte sur le roi Arthur, à la recherche du roi Arthur en Bretagne post-romaine. Nous avons deux textes. Nous avons un extrait de Gildas sur la chute de la Bretagne, sans le roi Arthur, les lamentations contemporaines, où nous allons voir effectivement qu'au VIe siècle, Gildas ne connaît pas encore d'Arthur. Comme nous allons voir, il y a bien un prototype pour la légende d'Arthur chez Gildas, mais Arthur, comme personnage, n'a pas encore été créé. Avec le deuxième texte, nous avançons dans le temps. En fait, nous allons avec ces textes jusqu'au Moyen-Âge central. Et la suite des annales cambriées de l'histoire de soi-disant Némus et l'histoire de Geoffrey Monmouth nous permettent de voir comment assez rapidement en fait au Moyen-Âge central émerge une histoire narrative légendaire portant sur le roi Arthur. Bon, je pense que ça devrait peut-être suffire comme introduction. Je ne vais pas anticiper sur ce que les collègues vont dire. Nous avons dans un premier temps donc Sandrine Seder, la vision de Gildas, et par la suite nous avons Déborah Charles avec les textes montrant un peu l'émergence, la création de la légende. Nos deux répondants ne sont pas là, j'ai l'impression. Donc, nous allons gérer la discussion par nous-mêmes. Quand vous voulez dire quelque chose, là c'est très tranquille, donc je suppose que tout le monde a coupé son micro. Donc si vous voulez dire quelque chose, n'oubliez pas de réactiver votre micro. Et donc vraiment cette fois, je laisse la place à Madame Seder et à Gildas. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend sans problème. Donc, d'accord. Donc, le texte que nous allons analyser ici est un texte de Gildas, dit Sapiens, qui veut littéralement dire le sage. Et le texte est intitulé De Excidio et Conquisto Britanniae. Il m'a dit, mais bon. Donc, pour établir le contexte des événements qui sont relatés dans ce texte, les sources nous viennent de l'auteur lui-même, qui cite plusieurs grands événements qui sont plus ou moins bien datés par les chercheurs.
Gildas est un personnage très important dans l'historiographie de la Grande-Bretagne, comme nous l'avons vu dans les cours, donc dans le Haut Moyen-Âge. C'est une des sources majeures de l'histoire de l'île, entre le 5e et le 6e siècle de notre ère, même si le texte que nous allons analyser n'est pas un texte à proprement, on va dire, historique, euh, euh, parce que Gildas lui-même est ecclésiastique, donc il s'agit d'un texte polémique sur le mauvais traitement de la population bretonne, on va dire. Donc, au 5e siècle, Gildas est un ecclésiastique originaire de l'île de Bretagne et il est notamment très connu pour le texte en question. C'est un saint chrétien qui est notamment célébré le 29 janvier depuis le 8e siècle. Donc, l'ouvrage duquel est extrait le texte est un des rares textes encore existants pour cette période. Donc, en fait, le titre que nous avons, c'est une partie de l'intitulé de son ouvrage, mais je ne vais pas lire parce que mon accent est déplorable, mais bon. Donc, le titre veut littéralement dire sur la ruine et la plaine de la Bretagne et les reproches éplorés contre les rois, les nobles et les prêtres. Donc dans ce livre, il raconte entre autres l'histoire de la conquête romaine de l'île jusqu'à son époque et parle notamment de 5 rois pour leurs péchés et il s'en prend aussi au clergé breton. Donc, personne n'est épargné dans son livre, que ce soit les élites ou bien le peuple par rapport à leurs péchés. Dans le texte, Gildas dit être né la même année que la bataille du Mont Badon, vers 500 avant notre ère, ou entre 493 et 494, selon la chronologie de Bède le Vénérable. Je ne sais pas vraiment si c'est exact, mais cette bataille est très importante dans l'historiographie de la Grande-Bretagne, dans la mesure où c'est la première victoire des Bretons contre l'envahisseur anglo-saxon. Des Bretons menés par selon de Gildas Ambrosius, car d'après des sources plus contemporaines comme l'Historia Britannicum au IXe siècle, nous avons l'apparition de la légende du roi Arthur, qui aurait été le héros de la bataille, mais c'est un personnage qui n'apparaît ni chez Gildas, ni chez Bède le Vénérable dans son histoire ecclésiastique du peuple anglais vers le 8e siècle. Donc, le résumé de texte soumis à notre étude est une lettre d'un représentant de la population romano-bretonne qui dépeint en fait la situation sur l'île, qui est soumise aux envahisseurs anglo-saxons qui pillent les villes et massacrent la population. Et aussi, il parle de l'inefficacité des rois qui sont aussi cruels que les anglo-saxons. Donc, je trouve intéressant de proposer les questions suivantes. En quoi ce texte nous montre-t-il l'instabilité qui règne dans l'île de la Bretagne au 5e siècle? Et aussi, pourquoi la lettre est-elle adressée à un représentant du pouvoir à Rome, tout en sachant que l'influence romaine sur l'île s'arrête vers 410, au début du 5e siècle. Donc, dans cette perspective, nous verrons dans une première partie que la lettre, est adressée à Rome. Ensuite, nous parlerons de l'invasion anglo-saxonne dans une deuxième partie. Et enfin, nous verrons que Gildas dépeint l'incompétence des dirigeants, mais tout de même avec quelques exceptions, face au fléau qui touche la Bretagne.
Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais entamer avec la première partie. Une lettre adressée à un représentant du pouvoir à Rome. Donc, tout d'abord, nous pouvons parler d'une rupture politique avec Rome. Vers le début du 5e siècle, entre 407 et 410, après l'usurpation de Constantin en Bretagne, c'est la fin, on va dire, de l'influence politique de Rome dans l'île. Car même si les Bretons ont des lettres à Rome pour faire part de leur non-soutien à Constantin, dans ce texte, donc, paragraphe 20, on nous dit les malheureux abandonnés envoyèrent une lettre du pouvoir représentant le pouvoir de Rome. Là, je pense qu'il s'agit de la lettre de 446 ou bien 454. Mais comme, en fait, ils avaient déjà envoyé une première lettre et il n'y avait pas eu de réponse positive. Et Aetius les conseille plutôt de recruter des mercenaires ou porter des armes eux-mêmes pour se défendre. Donc, ils envoient plusieurs lettres, en fait. La lettre que nous étudions n'est pas la seule. Ils envoient plusieurs lettres où ils n'ont pas de réponse, en fait. Donc, cela montre que Rome n'a plus vraiment d'intérêt sur l'île et que les pouvoirs romains ne s'occupent déjà plus de l'île, en fait. Donc, voilà. Ensuite, nous voyons aussi qu'il y a une première rupture. Il y a une rupture sociale avec Rome, car normalement, un citoyen romain n'est pas censé porter d'armes, comme nous l'avons vu dans les cours. Quand Gildas nous dit, par exemple, les malheureux abandonnés, il souligne que ce que j'ai dit au début, que Rome ne s'occupe plus vraiment de l'île, donc c'est une manière de leur dire de prendre on va dire leur. Pour ça, dans la deuxième partie, on va parler des invasions. Donc, une invasion par les barbares. Gildas parle donc d'invasion barbare de la Bretagne, toujours dans le paragraphe, dans le premier paragraphe. Les barbares poussent à la mer. En fait, il ne parle pas d'invasion à proprement parler parce que nous avons l'impression que les barbares dont il parle sont déjà sur l'île. Dans le paragraphe 21, par exemple, Gildas cite plusieurs groupes de barbares qui envahissent l'île. Donc, je cite les assassins d'Irlandais ou encore les Pictes qui se sont installés au nord de l'île et qui font des raids dans la partie sud vers le Kent où il y a des Romano-Bretons. Donc, il ne parle pas d'invasion dans le texte, mais de guerre, puisque dans le paragraphe 21 encore, il considère les barbares 21, il considère les barbares comme des ennemis contre ces barbares qui massacrent la population et puis tous les villages qu'ils croisent. Donc, je parle de raid parce qu'il y a des périodes de pillage et de massacre et aussi des périodes de trêve, comme on va dans le paragraphe 21, toujours. Et les barbares, cette partie de l'île, parce qu'il est plus riche et a plus de ressources que les autres parties. Donc, je cite, l'île s'enrichissait
de biens si abondants donc, pendant les trêves. Donc, nous voyons que ce ne sont pas vraiment des invasions puisque les barbares étaient déjà sur l'île, mais ceux qu'ils considèrent comme des barbares, je pense, c'est ceux qui ne sont pas romains, ceux qui n'ont pas la culture, on va dire, romaine, parce que eux, ils se considèrent donc, comme j'ai dit, comme des romano-bretons, alors que les autres, comme ils n'ont pas été sous l'influence des Romains, ils les considèrent comme des barbares. Donc, nous allons maintenant voir dans un petit B l'arrivée des fédérés saxons. À partir du paragraphe 22, les Bretons, face à la perpétuelle menace des barbares, et je pense aussi face aux réponses non favorables qui ne viennent pas de Rome, décident, peut-être dû au conseil aussi d'Aetius, de recruter des combattants pour se défendre. Selon l'auteur, c'est une décision prise par des conseillers dans le paragraphe 23. Je cite, unis par le tyran Vortigern. Je ne sais pas si ce personnage est le roi de la Bretagne mais, au 5e siècle, mais Gildas parle en fait de président, c'est-à-dire le président du conseil à mon avis, puisqu'il a parlé de conseiller. Et aussi, vous m'entendez? Je crois que ça bug. La qualité n'est pas super, il y a parfois Vous m'entendez, monsieur Vich? des micro-coupures, mais quand même, en général, en tout cas pour moi, on arrive à vous suivre. Comment? En général, on arrive à vous suivre, mais effectivement, il y a des micro-coupures. Mais bon, continuez, parlez plutôt lentement, comme ça passe. Ça bug un peu, donc je ne sais pas. C'est bon, vous entendez? Bon, plus ou moins bien, ouais. Ne vous en faites pas, continuez. S'il y a vraiment un problème grave et on vous perd complètement, je vais vous le signaler en faisant des grands gestes. Comment? S'il y a vraiment une coupure permanente, je vais vous le signaler, mais sinon, si je dis rien, continuez. Donc, je disais que je ne pense pas qu'au 5e siècle, qu'il y ait un gouvernement royal à proprement parler dans l'île, déjà, qui doit être la personne qui dirige. Donc, c'est ce conseil qui a recruté les Saxons. Il décide, je cite dans le texte, toujours dans le paragraphe 23, ils décidèrent que les Saxons, sauvages de nom maudits, détestés par Dieu et les hommes devraient être admis dans l'île comme des loups dans l'enclos des animaux afin de repousser le peuple du Nord. Donc, c'est ce conseiller pensant obtenir de la protection à cause des barbares qui cause en fait, selon lui, la destruction, une plus grande destruction de l'île puisque les autres barbares attaquaient déjà. Et comme nous le voyons, les Saxons sont considérés comme des sauvages, mais ils les recrutent quand même. Donc, d'après Gildas, l'ennemi fut invité sur le territoire et ils s'installèrent d'abord dans la partie orientale de l'île, comme il leur était demandé.
Mais dès le début, les Saxons avaient en fait d'autres buts. Je cite, ils prédirent dans une prophétie qui est fermement établie qu'ils occupaient le pays vers lequel ils tournaient la proue pendant 300 ans et que pendant 105 ans, c'est-à-dire pour la moitié du temps, ils le piraient souvent. Donc la proposition des Bretons était une opportunité attendue pour eux. Donc pour Gildas, les Saxons sont vraiment un poison au sens littéral pour la Bretagne dans la mesure où ils parlent, par exemple, le paragraphe 23 toujours, mais étant donné que les Saxons avaient en dépit de défendre leur hôte, très vite se plaignant de ne pas avoir assez de provisions et prennent la décision de se servir eux-mêmes en dévastant l'île, donc en violant ce qui avait été conclu au début. Donc, je cite dans le texte les actions des Bretons. Ils dévastaient toutes les villes et les terres avoisinantes. Il ne s'éteignit pas une fois allumé jusqu'à ce qu'ils aient brûlé presque toute la surface de l'île et l'océan occidental, sa langue rouge et sauvage. C'est ainsi par les chocs répétés de bélier que toutes les villes furent abattues, tandis que les épées brillaient partout et les flammes crépitaient. Les habitants, ainsi que les évêques de l'Église, les prêtres et les fidèles étaient fauchés en masse et triste spectacle. Donc, dans le paragraphe 24, selon l'auteur, tout a été détruit par les barbares saxons. Donc, cela relate une période d'instabilité quasi totale de la Bretagne, avec des affrontements entre anglo-saxons et romano-bretons, et les barbares aussi qui sont au-delà des murs d'Adrien. Donc, l'invasion de l'île, on va dire, a été provoquée par les romano-saxons eux-mêmes, selon Gildas, et les barbares qui vivaient déjà sur l'île n'ont pas vraiment eu l'occasion de provoquer la chute de la Bretagne, on va dire. Mais c'est ce que nous verrons dans la troisième partie. Selon Gildas, cette dégringolade vers la ruine de la Bretagne n'est pas seulement due aux attaques des barbares. Donc, notre troisième partie, un peuple de pêcheurs à quelques exceptions près. Donc, tout d'abord, donc même si les barbares sont les principaux destructeurs de l'île, le peuple et notamment les dirigeants sont aussi pour quelque chose à cause des guerres civiles et des péchés qu'ils font selon l'auteur. Dans le paragraphe 21, je cite, « Mais fort pour les guerres civiles et le fardeau des péchés, mais fort pour les crimes et les mensonges. » Donc, il y a plusieurs passages qui montrent les différentes destructions occasionnées par le peuple. Donc, pendant le temps des trêves, même si les barbares ne faisaient rien, le peuple se détruisait lui-même de l'intérieur par les péchés. Les dirigeants aussi, pour ne pas parler d'incompétence, toujours dans le paragraphe 21, je cite, « Des rois oints, mais pas au nom de Dieu, des gens qui surpassaient les autres en cruauté et qui, peu de temps après, furent massacrés sans examen de la vérité par les hommes qui les avaient oints, car d'autres, plus cruels, y élus. » Donc, comme nous le savons, l'histoire de Gildas est aussi une histoire ecclésiastique. Dans la religion, il y en a
énormément présente. Donc, il y a beaucoup de passages comme ça qui évoquent le non-respect de Dieu. Donc, je cite aussi dans le paragraphe 21, toutes les choses, celles qui déplaisaient à Dieu et celles qui lui plaisaient, avaient le même poids dans la balance si en réalité les choses qui lui déplaisaient ne trouvaient pas plus de faveur. Donc, voilà, il y a aussi les péchés qui, on va dire, selon Gildas, détruisent complètement la Bretagne. Mais, et les rois, et les dirigeants, je ne vais pas dire rois, je ne sais pas vraiment, et les dirigeants qui sont aussi incompétents et qui sont aussi cruels envers la population. Mais selon lui, ce qui a sauvé l'île, ce sont les très peu de personnes encore croyantes qui ont survécu à ces massacres et à la cruauté des dirigeants. Donc, dans le petit B, nous allons parler des personnes qui croyaient, donc qui ont pu rétablir l'ordre, on va dire. Donc, dans cette période d'instabilité constante se termine avec la victoire des Romano-Bretons, une première victoire contre les Saxons, entre autres. Donc, je cite, avec l'aide de Dieu, le reste vers qui les citoyens misérables affluaient de tous côtés aussi avidement qu'une ruche d'abeilles, quand une tempête menace, priant en même temps de tout leur cœur de ne pas être complètement détruits, prit les armes et sous le commandement d'Ambrosius Aurelianus, défiait les vainqueurs au combat. C'est dans le paragraphe 25. Donc, ce passage souligne ce petit nombre de personnes qui, par leur prière et leur foi, ont su vaincre l'ennemi et encore une fois, l'importance de la religion. Maintenant, si nous parlons d'Ambrosius Aurelianus, on remarque que c'est la seule personne qui monte, on va dire, en donnant des propos positifs. Je cite, « C'est un homme de caractère sobre, le seul du peuple romain, survit au choc d'une telle tempête. Ses parents, des gens vêtus de la pourpre, sans aucun doute, avaient été tués, et sa progéniture de nos jours a grandement généré de sa noblesse ancestrale à la fin du paragraphe 25. Donc, on voit encore dans ce passage l'influence de Rome. Ambrosius étant d'origine romaine, et celui qui conduit les Bretons à la victoire. Donc, la victoire décisive contre les Anglo-Saxons et la bataille du Mont Badon vers l'an 500, selon Gildas, il serait né cette même année, comme je l'ai dit dans l'introduction. Cette bataille tourne autour par rapport à Arthur. Donc, cette bataille tourne autour de la légende du roi Arthur, notamment développée par les contemporains de Gildas. Même s'il ne parle pas de ce personnage, car c'est bien sûr une légende médiévale. Cela reste une victoire au goût amer selon l'auteur, dans la mesure où la destruction et les massacres qu'ont causé les Bretons restent visibles. Donc, je cite un dernier paragraphe. « Or, même aujourd'hui, les villes de notre patrie ne sont plus peuplées comme avant, abandonnées et démantelées » dans le dernier paragraphe. Et pour la majorité du peuple, les péchés restent présents, sauf chez vraiment très peu d'hommes en comparaison avec la grande foule qui se précipite tous les jours vers l'enfer, si peu que notre mère vénérée, l'Église, les voit à peine, ces vrais enfants qui reposent dans son sein.
Donc, pour conclure, nous pouvons dire que le texte montre que l'île de la Bretagne cherche à garder un certain lien avec les Romains, sachant que Rome avait déjà délaissé l'île. Gildas dépeint Ambrosius, celui qui a sauvé l'île, comme étant d'origine romaine, donc cela montre aussi l'importance de la culture romaine et de l'influence romaine. Nous voyons aussi que pendant des années, la situation sur l'île est désastreuse et les Romains ne réagissent pas. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt sur l'île et que le sort de ces Romano-Bretons sont entre leurs mains. Après plusieurs années de misère, d'après Gildas, les dirigeants, aidés par Dieu bien sûr, ont pu faire face aux invasions barbares. Et voilà, ça sera tout. Bon, merci pour cette présentation, bien résumée encore une fois à la fin. Désolée, je ne vous entends pas. Essayez de régler ça. Vous m'entendez maintenant? Hello, il y a quelqu'un? Oui, c'est bon. Voilà. Bon, oui, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, nous pouvons, je pense, passer directement à la discussion. Vous avez fait déjà le résumé, donc qui vous devez poser une première question. Oui. C'est là le moment où vous réactivez votre micro pour poser la question. Allez, c'était intéressant quand même, les choses à dire. Bon, d'accord, donc moi je vais commencer avec une première question qui concerne le développement, pour moi c'est de l'identité, vous avez appelé ça société, le développement de la société romano-bretonne entre le 5e et le 6e siècle. Les anglo-saxons qui arrivent, ici ils ont appelé seulement saxons, sont des barbares. Comment Gildas assure-t-il que ces lecteurs comprennent bien que les anglo-saxons ne sont pas dans la même catégorie que, par exemple, les romano-bretons qui ont été abandonnés par le centre? Qu'est-ce qui marque les anglo-saxons comme barbares, comme autres face aux nôtres, c'est-à-dire aux romano-bretons? Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est parce que ils sont pas originaires de l'île de base. Et qu'ils viennent de l'extérieur. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas eu en fait l'influence romaine. Donc voilà, je pense que c'est pas par rapport à ça, mais je ne suis absolument pas sûre. Bon, le fait que les anglo-saxons viennent de l'extérieur, c'est un élément important de leur barbarie. D'où viennent-ils exactement? Pas dans la réalité, mais dans le texte de Gildas, d'où viennent-ils?
C'est pas une question compliquée. Il faut juste regarder dans le chapitre 23. Une nuée de chiots sort de l'antre de la lionne sauvage, embarquée dans 3 culets, comme ils disent dans la langue des navires de guerre à pleine voile. Donc, d'où viennent-ils? Ils viennent de nulle part. Ils viennent d'au-delà de la civilisation, d'au-delà du monde romain. On ne sait pas. C'est des gens qui viennent d'un endroit de légende, on ne connaît pas vraiment. Donc voilà, ça c'est un marqueur important de leur barbarie. Ils viennent de là que viennent les barbares, au-delà de l'espace romain, au-delà du voisinage de l'espace romain, de quelque part. Il n'y a pas d'autres marqueurs de barbarie chez les anglo-saxons, à part le fait qu'ils ne sont pas de l'île. Je vois pas là maintenant. C'est de regarder le texte. Pour moi, je pensais surtout à la fin du paragraphe 23. Donc, les anglo-saxons sont arrivés, ils ont reçu l'annone comme s'ils étaient des soldats. Et après, voilà. Et après, ils se plaignaient de nouveau. Disons que leur approvisionnement mensuel ne leur était pas copieusement distribué, exagérant frauduleusement leurs activités, et ils déclarent que si on leur accordait pas une plus grande munificence, ils violeraient le feudus et dévasteraient toute l'île, et voilà, ils le font. C'est pas particulièrement barbare. Bah si, justement, parce que ça fait partie du concept du barbare qu'il est malhonnête. Donc, les anglo-saxons ont déjà été malhonnêtes quand ils se prétendaient être des soldats mercenaires. Et ensuite, ils sont malhonnêtes une deuxième fois quand ils disent que leurs anneaux ne leur suffisent pas pour leurs activités, frauduleusement. Et bien sûr, une troisième fois, de la façon la plus décisive, les anglo-saxons sont faux et malhonnêtes quand ils rompent le feu douce. Donc, bon, après, il y a les marqueurs, c'est des sauvages, ils sont cruels, euh, la cupidité pour le butin. Mais ce qui me paraît important, c'est que Gildas passe pas mal de temps sur cette question. Comment sont les anglo-saxons? Bien sûr, il veut raconter l'histoire, comment l'invasion s'est passée, mais en fin de compte, sur l'invasion elle-même, sur la guerre, il dit bah, presque rien, c'est pas très détaillé. Par contre, c'est beaucoup plus détaillé quand on parle plutôt de nature des anglo-saxons, et pour moi, ça
ça renforce votre argument sur le lien que la Grande-Bretagne cherche à maintenir avec Rome. Ils veulent être des Romains pour définir leur romanité. Les anglo-saxons sont utilisés comme une sorte d'antitype. Bon, je pense que ça suffit sur cette question. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait intervenir. Bon, apparemment, ça va rester un dialogue, ce séminaire. Quand vous avez parlé de Ambrosius Aurelianus comme un prototype pour le futur roi Arthur, vous avez dit que la création de la légende d'Arthur, qui n'est pas présente chez Gildas, la création de la légende aurait commencé déjà au moment des contemporains de Gildas. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur ce que vous avez évoqué là comme point de départ de la légende d'Arthur? Euh, je sais Ben, la légende d'Arthur, je pense que ça commence avec la victoire sur le mont Banon. Et en fait, euh, on va dire, les contemporains de Gildas, ceux qui ont créé le mythe, ne parlent pas de Ambrosius comme le dit Gildas. Et je pense que ils ont associé Arthur à ce personnage-là, puisqu'il ne parle pas de lui. Je pense que c'est par rapport à ça, mais voilà. Non, ce qui m'étonnait, c'était votre proposition de chronologie parallèle. Parce que bon, si le leader de la bataille de Baden Hill, qui apparemment est célèbre, si le leader de cette bataille est connu par des contemporains de Gildas comme Arthur, pourquoi, et si c'est une légende qui est déjà courante, on pourrait se demander, bon, il n'y a pas d'obligation, mais on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas de mention chez Gildas que d'autres autorités de son temps appellent ce chef de guerre Arthur et pas Aurelius Ambrosianus. Tout cela pour dire que moi j'aurais repoussé la création de la légende d'Arthur un peu après le temps où Gildas écrit. Parce que bon, si c'est une légende qui est courante, ça aurait été logique d'en dire quelque chose pour Gildas. Bon, d'autres questions, s'il vous plaît. Sinon, Madame Seder et moi, on aurait pu faire ce séminaire au téléphone. Allez,
Les origines du roi Arthur, la Bretagne au 5e siècle. Allez, les autres, des questions, s'il vous plaît. Parce que c'est un texte intéressant quand même. Hein. Quand même, ouais. Et la présentation était intéressante aussi. Bon, apparemment, personne n'ose dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez parler encore un peu de l'image, vous l'avez déjà fait, mais de l'image d'Aurelius Ambrosianus dans Gildas? C'est quel type de personnage pour lui? À part le fait que voilà, c'est lui qui gagne la bataille, mais est-ce que vous pouvez faire une sorte de portrait d'Aurelius Ambrosianus, sa culture, sa personnalité. Et peut-être on pourrait par la suite comparer ça au portrait que Gildas fait de Vortigern. Alors d'abord, Aurelius Ambrosianus, comment est-il ce personnage? Ben, selon Gildas, je pense que c'est tout le contraire de Vortigern. Ben, je dirais, vu comment il le décrit, il fait une sorte d'éloge. Donc, comme une personne ben, noble, qui a des... puisqu'il a des origines romaines, je pense, quelqu'un de cultivé. Ben, puisqu'il a gagné il a su les amener à gagner la guerre, qui sait manier les armes. Et voilà. Donc, tout le contraire du tyran Vortigern, comme il le dit. Voilà, donc l'élément de l'origine romaine est important, mais surtout parce que les deux choses sont combinées. Ambrose Aurelianus, c'est un chef local, donc c'est celui qui fédère, qui fait coopérer les restes des Bretons. Donc il est bien de chez nous, mais d'un autre côté, voilà, il a le passé prestigieux d'une famille romaine. Donc en fait, pour Gildas, dans ce personnage, a créé une sorte de fusion entre la civilisation romaine et la version locale de civilisation romano-bretonne. Mais après, il y a aussi, donc il n'y a pas seulement cet argument de romanité, mais il y a aussi une bonne partie des marqueurs du bon empereur romain. Dans ce sens, Gildas est très classique ici. Donc, il commande personnellement l'armée. Il participe, bien sûr, à la bataille. Donc, c'est l'homme de ses soldats, comme l'empereur. Il y a aussi, qu'est-ce que je cherchais? Oui, il y a aussi l'idée que c'est Ambrose Aurelianus qui réimpose l'ordre dans le monde breton. C'est
il est comme la reine des abeilles autour de laquelle les autres abeilles se rassemblent. Donc, une image, là aussi, presque impériale, Ambrosius Aurelianus comme celui qui fait ou refait l'ordre du monde. Donc voilà, et il est clairement conçu donc comme une sorte d'antitype de Vortigern qui est aussi un local, mais le local qui n'a pas gardé la civilisation romaine. Lui, il est avant l'arrivée même des, des barbares anglo-saxons, déjà barbarisé. Déjà, il n'est pas un bon chrétien, mais il est stupide et en même temps, il agit dans la crainte. Il agit sans réflexion, comme s'il était aveuglé. Il n'exerce pas de pouvoir légitime, donc lui, il n'est pas un roi, mais un tyran. Donc, il est l'idée de Gildas, qu'est-ce que les Romano-Bretons deviennent au pire. Et face à lui, il y a Ambrose Aurelianus qui représente qu'est-ce que les Romano-Bretons peuvent rester au mieux. Donc les deux leaders ici, je pense, représentent deux tendances de développement que Gildas pense avoir observé dans l'île, et sa conclusion, c'est que ceux qui ont gardé la civilisation romaine et chrétienne, donc la faction Aurelius Ambrosianus et la faction minoritaire, et voilà, les mots de 100 ans à lui viennent du fait que les Vortigern, en fait, sont plus nombreux dans l'île. Bon, j'ai parlé trop longtemps. On a peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, donc une dernière question pour retourner au début de l'extrait. Euh, Pourquoi, c'est pas besoin de parler, mais c'est pas très clair là-dessus. Euh, Pourquoi Rome se désintéresse aux provinces d'outre-mer et pourquoi néanmoins les Romano-Bretons continuent à demander de l'assistance et de gouvernement en fait, par l'Empire. Avec Aetius, nous sommes déjà une génération après le moment où Honorius avait dit aux Bretons, je m'en fous, vous vous occupez comme vous voulez, vous pouvez porter des armes, mais ne m'embêtez plus, grosso modo, pour résumer. Donc, pourquoi ce rejet et pourquoi néanmoins les Romano-Bretons continuent à revenir avec des demandes? Alors, pourquoi? Je pense que
peut-être sur le continent romain, on va dire, à d'autres préoccupations par rapport au territoire sur le continent. Et pourquoi les Romano-Bretons continuent à s'adresser aux représentants du pouvoir à Rome? C'est quoi déjà? Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est par rapport aux croyances, puisqu'ils avaient déjà, ils s'étaient déjà intégrés à la culture romaine, et c'est, voilà. Je pense que c'est par rapport à ça, mais je sais pas. Vraiment, moi, je ne sais pas non plus, mais ce qu'on peut peut-être postuler, c'est un décalage entre comment les Romano-Bretons sont perçus d'une part par eux-mêmes et d'autre part par la cour impériale à Ravenne. Pour eux, ils sont et ils restent des Romains. On le voit, je trouve, à la fin du paragraphe 20, quand Gildas les appelle les citoyens. Donc, il distingue ici entre citoyen et ennemi. Et quand on dit citoyen, a priori, cela implique citoyen de l'Empire. Donc, eux, apparemment, se considèrent comme citoyens de l'Empire. Et donc, même si le gouvernement s'est plus concrètement manifesté depuis de nombreuses années, il continue à se voir comme une partie de l'État impérial. En revanche, à Ravenne, apparemment, on ne les voit plus comme comme un territoire de l'État impérial. Ce qu'on a réussi avait peut-être suggéré, c'était de transformer toute l'île en une espèce de territoire client qui maintient bien sûr des relations amicales avec l'Empire, mais qui est autonome. Donc, pour Ravenne, malgré sans doute une certaine conscience qu'on parle latin aussi dans l'île, etc., vu de Ravenne, des Romano-Bretons ne sont plus des citoyens romains. Bon, dernière chance pour poser une question à Madame Seder. Going once, going twice, no takers. Donc, merci pour la présentation et la discussion avec moi. Nous passons à notre deuxième présentatrice maintenant, Déborah Charles, qui est en ligne et qui vient même d'allumer sa caméra, qui va nous amener un peu plus loin dans la création de la légende d'Arthur. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. La présentation est basée sur 3 extraits de texte qui sont les suivants. Annales Cambria. Ces annales sont un ensemble compilé à partir de chroniques galloises rédigées en latin. Le texte est cependant une réécriture datant du 7e siècle. Toutefois, ces annales ne traitent pas uniquement du pays de Galles, mais également des événements survenus en Cornouailles, en Angleterre. La version A que l'on étudie semble couvrir les années allant de 445
à 977. Le deuxième extrait est l'Historia Britonum. C'est un ouvrage qui date du IXe siècle, qui traite de la Bretagne. Cet extrait a été écrit par Nennius, qui est un moine et compilateur du début du IXe siècle. Il s'avère être qu'un des multiples compilateurs du texte manuscrit de l'Historia Britonum. Et pour finir, l'Historia Regum Britannia, qui est une œuvre rédigée en latin entre 1135 et 1138 par Geoffroy de Monmouth, un chroniqueur anglais de l'époque médiévale et évêque de Saint-As. Ces trois extraits se situent au 5e siècle avec l'avènement du roi Arthur dans une Bretagne plus qu'instable face aux envahissements des Saxons. Donc, je vais vous présenter les Saxons. Les Saxons sont un peuple germanique. Une partie d'entre eux, ainsi que des Angles, des Jutes et des Frisons, envahirent la Bretagne au début du Moyen Âge. La tradition orale, donc les Saxons descendent soit des Danois et des Normands ou du reste de l'armée d'Alexandre le Grand. Ils avaient accosté en lieu nommé Podolone et s'y étaient établis en s'imposant face aux Thuringiens dont ils avaient tué un si grand nombre avec leurs couteaux que l'on avait nommé S-A-H-S, qui conduit à les nommer Saxons. Quoi qu'il en soit, ils appartiennent au groupe des Germains de la mer du Nord et sont mentionnés pour la première fois par Ptolémée au nord de l'Elbe. Il semble qu'ils prennent possession de l'ancien pays de Chauc entre l'Elbe et EMS. Ils vont étendre leur domination aux Frisons où une partie d'entre eux avant de se rendre maîtres vers le IIIe siècle des pays de l'Igicelle, poussés au nord des Angles, mais bloqués au sud par les fonds. Ils ne parviennent pas à envahir l'Empire par voie terrestre et s'élancent alors dans une série d'expéditions maritimes contre les côtes gauloises et bretonnes, nécessitant de Rome l'organisation d'une défense côtière. Au Ve siècle, ils participent avec les Angles et les Jutes à la colonisation de la Bretagne. Donc, je vais vous présenter les... À partir du IVe siècle, commencent à s'installer sur le continent des Bretons, population celte venue de l'ouest et du sud-ouest de l'île de Bretagne. Leur migration s'explique d'abord par l'invasion des Pictes d'Écosse et surtout des Scots d'Irlande qui colonisent les côtes. Tout cela ajouté à la progression vers l'ouest des Angles et des Saxons qui accentue considérablement la migration. À la différence des Germains, les Bretons ne sont pas des barbares, mais des citoyens romains christianisés. Donc, tout au long de cette présentation, nous allons nous demander, Arthur entre mythe et réalité, comment les différents auteurs font de lui un personnage prestigieux et central de l'histoire britannique au Ve siècle. Donc, tout d'abord, nous verrons un Dux Bellorum victorieux avec un petit A, un grand sauveur. Ensuite, les 12 batailles d'Arthur. Deuxième grande partie, nous verrons un roi chrétien avec la religion qui est indissociable de la victoire. Et pour finir cette partie, la lutte contre les païens. En troisième partie, nous verrons Arthur, un souverain courtois avec une quête de légitimité. S'il est ensuite un roi stratège et pour finir, un roi soldat. Donc, avant qu'apparaisse Arthur et qu'il devienne un personnage éminent de la Bretagne, le grand sauveur du peuple, il faut savoir qu'à la tête de la Bretagne, il y avait le roi Vortigern en 425. Il exerce un commandement supérieur sur les différentes tribus bretonnes. Il fait même appel pour renforcer ses troupes aux chefs anglo-saxons Hengist et Horsa.
lesquels s'installent avec leurs hommes dans le Kent. Cependant, face à cette installation, les autres rois bretons et ses 3 fils ne sont pas d'accord, mais le roi a toujours besoin de plus d'hommes pour combattre les ennemis. Il fait donc en sorte que d'autres soldats viennent défendre le Kent. Il va se déplacer avec ses guerriers vers l'ennemi pour une terrifiante bataille. L'aide des Saxons est décisive. Les Pictes seront battus et vont s'enfuir, mais ce que l'on peut percevoir par la suite, même si les ennemis ont été chassés, il reste un ennemi permanent qui sont les Saxons. Les Bretons vont donc demander à leur roi de se débarrasser de ses alliés saxons qui terrifient la population. Il refuse, donc la royauté lui sera retirée et donnée à son fils Vortimer. Ce dernier va attaquer les Saxons qui vont être battus à 4 reprises et repartir en Germanie. Mais il va finir empoisonné et Vortigern va reprendre le trône. Il va de se faire appeler les Saxons, mais Hengist va se retourner contre lui et le retenir en otage tout en occupant tous les royaumes. Une petite citation, à cette époque, les Saxons en Bretagne augmentaient considérablement à la fois leur force et leur nombre. C'est une citation que l'on peut retrouver dans l'Historia Brittonum. Une autre petite citation, quand Gratien Aequantius était consul à Rome, car le monde entier était gouverné à cette époque par les consuls romains, les Saxons furent reçus par Vortigern dans les années 448, citation aussi que l'on retrouve dans l'Historia Brittonum. C'est ainsi que l'on voit que les Saxons ont été intégrés en tant qu'alliés par Vortigern dans le royaume, mais que ces fameux alliés ont posé un gros problème au reste des Bretons. Avec l'arrivée d'Arthur, il y aura un réel tournant, une toute autre approche avec les Saxons, c'est-à-dire qu'il ne verra absolument pas en eux des alliés, mais des ennemis à chasser. Arthur sentant mieux que personne combien il était indispensable pour avoir sur les Saxons un avantage décisif, il fallait unir en un seul vaisseau toutes les forces bretonnes. Il travailla énergiquement à faire entrer dans la ligne qu'il commandait toutes les forces bretonnes, c'est-à-dire tous les royaumes bretons du Nord. Il n'y réussit pas sans obstacle. Peut-être ces Bretons du Nord formaient-ils déjà entre eux une confédération particulière. Ce qui est sûr, c'est qu'un grand nombre refusèrent de s'allier aux Bretons du Sud, ou du moins de se soumettre à leur chef. Il était vu comme un usurpateur de leur indépendance et refusait donc énergiquement de se soumettre à son autorité. Un autre chef de guerre lui donne du fil à retordre en lui faisant éprouver de grandes défaites, faire de grands ravages et dissiper les troupes. Les Bretons du Nord furent charmés par ce dux et sa gloire. C'est justement cette fameuse gloire qui le rendait plus favorable à les diriger qu'Arthur. Mais un jour où il était sur l'île de Mont, où il avait dirigé une de ses expéditions ordinaires, Arthur le surprit, le vainquit et le tua. Avec cette victoire, le but d'Arthur fut atteint. Tous les royaumes du Nord entrèrent sans exception et sans résistance dans la grande confédération bretonne. Et de ce moment commence pour les Saxons cette désastreuse période. Alors, c'est une petite citation. C'est alors qu'Arthur, avec tous les rois de la Bretagne, se battit contre les Saxons. Citation que l'on retrouve dans l'Historia Brittonum. C'est à partir de ce moment que se développa complètement le grand rôle d'Arthur. À travers cette première sous-partie, nous avons pu constater que l'auteur montre un Arthur défenseur de l'île, de son indépendance et conquérant, l'opposé de son prédécesseur qui avait fait des Saxons des alliés du royaume. Pour débuter cette mise en chasse des Saxons, il a essuyé beaucoup d'obstacles face aux autres rois bretons fortement réticents.
Mais une fois ces alliances réalisées, nous pouvons voir que ce roi qui a su s'affirmer, l'auteur nous fait part de 12 grandes batailles qu'il a gagnées contre les Saxons. Une citation, il fut le dux de guerre et il resta vainqueur dans toutes les batailles. La première bataille eut lieu à l'embouchure de la rivière du Glen. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième avait lieu sur une autre rivière appelée Jugla dans la région de Linus. Je vais avancer un peu dans la citation. La 12e bataille eut lieu sur le mont Badon. Dans cet engagement, 840 hommes tombèrent dans un seul jour par la seule force d'Arthur, et personne d'autre que lui seul les vainquit. On retrouve ça dans l'histoire d'Automne aussi. Avec ces victoires, l'auteur démontre qu'il est digne d'être leur doute et qu'il peut être bien plus fort que n'importe qui, malgré son début périlleux. On lui donne le visage d'un chef de guerre exceptionnel. Avec ses écrits, on peut se demander si l'auteur tente par tous les moyens à démontrer que c'est un héros admirable au pouvoir magique, qui accomplit des exploits surhumains. Cela peut se voir avec la citation précédente. Avec tout cela, on le voit comme gardien attitré de l'île face à toutes les attaques extérieures. Je passe à ma deuxième partie. Donc, cette première grande partie nous a permis de voir que l'auteur de l'Historia Brittonum a démontré qu'Arthur est un dux bellorum victorieux et un grand sauveur de par ses grandes victoires dans 12 batailles qui le conduisent au rang de héros, contrairement à Vortigern. Arthur, ce que l'on voit, c'est qu'à travers ces batailles, il a fortement fait intervenir la religion. On peut se dire que cela résulte de l'héritage laissé quand la Bretagne était encore sous domination romaine. En suivant toujours leur tradition, en allant voir les dieux avant une bataille, tout cela est inscrit dans les mœurs. De plus, c'est une façon d'assurer la victoire et de montrer qu'il s'impose en tant que roi chrétien. Une citation, la bataille de Badon, dans laquelle Arthur portait la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 jours et 3 nuits sur ses épaules, et les Bretons furent vainqueurs. Alors celle-là, on la retrouve dans l'Annale Cambria, paragraphe 516. Dans cette annale Cambria, l'auteur démontre que la religion est aussi un point essentiel de la victoire d'Arthur. Il assoit encore plus son rôle de dux dans le christianisme et les victoires sont indissociables. Une autre citation, Arthur portait sur ses épaules l'image de la croix du Christ et de Sainte Marie, toujours vierge. Les païens furent mis en déroute ce jour-là. Beaucoup furent tués et un grand massacre leur fut infligé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Marie. Il pria devant la croix du Seigneur pour que le Seigneur lui donne la victoire. On retrouve dans l'Historia Brittonum. La religion qui semble indissociable des grandes victoires d'Arthur, avec cette citation, quiconque lira notre ouvrage pourra devenir meilleur par l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit coéternel avec le Père et le Saint-Esprit et le règne en Dieu pour l'infinité des siècles. Amen. C'est dans l'Historia Brittonum encore. Ce que l'on peut comprendre, c'est que l'auteur semble être un anti-païen. C'est pourquoi on voit qu'Arthur tente de se retourner contre eux, donc contre les païens, et les combattre. C'est la vision que fait ressortir l'auteur. Donc, il convoqua une assemblée de tous les clergés et de toute la noblesse du royaume pour leur demander conseil quant à la voie la plus salutaire à suivre contre l'insurrection des païens. C'est une citation que l'on retrouve dans l'Historia Regum Britannia.
un bon roi christianise son royaume et élimine les païens sur son chemin. Donc, la religion au sein de la cour a sa grande importance, d'autant plus qu'elle est utile pour vaincre les envahisseurs. On peut se dire que c'est un héritage romain. De Dux Bellorum, il passe à roi modèle, dont la cour est le centre de diffusion des nouvelles valeurs que l'on dit justement courtoises, basées sur le respect du droit, de la défense des faibles. Une citation, il montra sa générosité et sa munificence au peuple selon la coutume habituelle. Un si grand nombre de soldats afflua que son trésor ne fut pas en mesure de répondre à cette dépense immense. L'auteur met en lumière les valeurs d'Arthur qui sont plus qu'honorables. C'est une façon de démontrer, d'après l'auteur, que du haut de son jeune âge, il avait déjà l'étoffe d'un vrai roi, que ce n'est pas juste une mise au trône par hérédité. Une citation, Peter Pendragon étant décédé, les nobles bretons de différentes provinces se rassemblèrent, j'avance un peu, de consacrer Arthur comme roi. Il fallait démontrer tout cela, car d'un côté apparaissaient beaucoup d'autres rois bretons, bien plus prestigieux et victorieux que lui, qui l'emportaient sur la noblesse. Ne serait-ce donc pas qu'une stratégie, toutes ces bonnes vertus de bon roi afin de garder le trône. Ensuite, Arthur, vu comme un héros colossal, non content de délivrer la Bretagne et d'en chasser jusqu'au dernier des Saxons, il s'élance de son île pour conquérir au pas de course la Gaule, la Germanie, la Scandinavie, l'Europe entière, pour s'asseoir en vainqueur sur le trône de l'Ancien Monde. Une citation, Colgreen étant informé de ça, le rencontra avec une très grande armée composée de Saxons, d'Écossais et de Pictes. Néanmoins, la victoire fut à Arthur et il poursuivit Colgreen à York et l'assiégea, station qui se trouve dans l'Historia Britannique. Le roi Arthur, ayant donc remporté la victoire, ordonna à Cador, dux de Cornouailles, de poursuivre les Saxons qui avaient échappé au carnage pendant que lui-même se hâterait de gagner l'Albanie. Le dux de Cornouailles prit donc 10 000 soldats, mais au lieu de poursuivre aussitôt les Saxons qui fuyaient, il préféra s'emparer le plus promptement possible de leurs faisceaux afin de les empêcher d'y entrer. Il obéit aux ordres d'Arthur, il tua sans pitié tous ceux qu'il put atteindre, un moment auparavant le livrait avec rage à leur férocité naturelle, fuyant, maintenant avec lâcheté gagnait les endroits les plus épais des bois, pour les autres les collines ou les montagnes, un lieu pour vivre, mais enfin ne trouvant aucune autre retraite assurée. Ils entrèrent avec leurs bondes à moitié détruites dans l'île de Charette, où ils furent poursuivis par le duc de Cornouailles, qui en fit encore un grand carnage et qui ne se reposa que quand il eut tout réduit sous sa domination après avoir reçu les otages. Une citation, car au moment de la bataille, il était sur la côte attendant l'arrivée du duc Cheldric avec des renforts de Germains sous le commandement de Cador, duc de Cornouailles, pour le rencontrer la nuit même. Il est mis en fuite. On peut se dire qu'il est stratège en utilisant ses doutes pour combattre les Saxons, mais avec l'apparition
du roi Howell, on peut se demander si l'auteur ne veut pas me faire ressortir comme un roi solidaire qui, qui part à la rescousse des auteurs. Oui, qui part à la rescousse des auteurs, des autres royaumes, après avoir ratifié la paix partie de la ville d'Al-Khloud, qu'il avait déjà délivré des attaques des barbares et marcha avec son armée au secours du roi Howell. À l'approche d'Arthur, les ennemis entrèrent dans l'étang de Limoges et s'emparèrent des îles qu'ils renferment dans l'espoir d'y trouver l'asile. C'était donc les ennemis s'étaient donc réfugiés, mais l'étang ne garantit guère leur sécurité, car Arthur, ayant rassemblé une flotte, garda les rivières tout autour et les affama durant 15 jours. Il mourut par milliers. Une petite citation. Il fut convenu que des ambassadeurs seraient envoyés en Armorique, auprès du roi Howell pour lui représenter les calamités de la Bretagne. Arthur, il ordonna de préparer une flotte. Donc, pour conclure cette présentation, tout le long, nous avons tenté de répondre à ce questionnement. Roi Arthur, entre mythe et réalité, comment les différents auteurs font de lui un personnage prestigieux et central de l'histoire britannique du 5e siècle. Tout d'abord, nous avons pu voir que les auteurs montrent un Dux conquérant, victorieux, qui est le grand sauveur du peuple breton, contrairement à ceux qui l'ont précédé. Cela s'ensuit par la vision du roi chrétien qui use de la religion pour vaincre l'ennemi et qui se donne les moyens pour chasser de son royaume les païens. Et pour finir, ils ont mis en lumière les bonnes vertus qu'il a avec son dévouement pour son peuple et d'autres alliés. Ainsi, à travers ces 3 textes, les auteurs ont élevé Arthur au rang de héros incontestable, le seul capable de protéger la Bretagne en mettant en avant que de très bonnes qualités de ce fameux roi. Et pour finir, on peut se dire aussi que c'est une façon pour les auteurs de démontrer à leur siècle comment être un bon roi breton. C'est bon. Bon, merci pour cette présentation les 3 textes. Avant qu'on avance plus dans la discussion, je ne suis plus sûr si vous l'avez dit, est-ce que vous pouvez essayer de situer les 3 textes dans le temps? Leur siècle? Oui. Il y a l'Annales, c'est au 7e siècle. L'Annale Cambria, c'est au 7e siècle. L'Historia Regnum, c'est au 10e. Et bon, à la limite, 9e, bon, ouais, d'accord, comme vous voulez. Et le dernier aussi, 9e. Ah, là, non. L'Historia. Non. Geoffrey of Monmouth, c'est un historien la fin du XIe siècle, en fait. Il est né au XIe, mais il a plutôt vécu, je pense, au XIIe siècle. Donc, le point étant que les 3 textes de leurs 3 auteurs couvrent, je sais pas, presque un demi-millénaire d'espace de création du roi Arthur. Et donc, je voulais juste rappeler ça comme peut-être un point qui
devrait accompagner nos autres questions. Nous avons une création du roi Arthur ici sur la très longue durée. Bon, ça, c'était pas une question propre. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question, s'il vous plaît? J'aurais une question, s'il vous plaît. Alors, je voulais savoir si dans tes textes, est-ce qu'on situe vraiment la naissance du roi Arthur? Non, honnêtement, on commence directement avec lui qui commence à s'implanter, à se battre contre les Saxons. Ah oui, mais ça, c'est les extraits que j'ai mis. Geoffrey of Monmouth a plein d'anecdotes et d'autres trucs marrants sur le jeune prodige Arthur. Donc, qu'est-ce que, pour continuer avec cette question un peu, qu'est-ce que vous pensez des 2 années dans les annales cambriennes où il y a une entrée pour Arthur? Donc il y a 516, bataille de Baden Hill, et il y a La bataille de 537, Cal. la bataille de Camlan, où Arthur est mort. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une entrée pour la naissance d'Arthur? Je pense que ce moment-là, ça sert à rien de mettre ça, il n'y a aucun prestige. Il ne peut rien faire pour les Bretons. Je pense que son passé est vraiment inutile pour les autres. Mais vous en pensez? Monsieur, si vous parlez, on vous entend pas. Hein. Ah, pardon, je reprends. Dans les annales, il y a quand même des informations biographiques. Genre, voilà, Saint Patrick est mort, l'évêque Benignos est mort, l'évêque Ebour est mort. Donc, les annales considèrent les événements biographiques comme importants. Pourtant, pour Arthur, il n'y a pas d'entrée biographique dans ce sens. Il y a juste les 2 événements. Ce qui est bizarre aussi parce que sinon, c'est assez représentatif ce que j'ai fait ici comme coupure des annales. Par ailleurs, il n'y a pas trop d'événements, surtout ce qui se passe avec les gens. Donc, long story short, qu'est-ce que vous pensez de l'idée que les entrées sur Arthur dans les annales cambriennes ne datent en fait pas de la première rédaction de ces annales, mais ont été insérées un peu plus tard quand la légende d'Arthur était déjà développée? Mais j'ai pas trop compris votre question. Est-ce que, vu la nature des 2 entrées sur Arthur dans les annales, est-ce que vous ne penserez pas éventuellement que ces entrées ont été rajoutées plus tard aux annales, c'est-à-dire un moment où la légende d'Arthur était déjà établie et où un copieur des annales de Cambrai décide qu'il faut que ce personnage mythique ait un ancrage précis
dans l'histoire et rajoute les articles sur Arthur. Selon moi, oui, puisque même par rapport au sous-texte, j'estime que c'est une façon légitime et leur raison de montrer certaines choses, donc je pense que oui, ils l'ont rajouté. Et de montrer que voilà, il a fait quand même plein de batailles, qu'il gagne tout, et même avec le paragraphe 516, la bataille de Badon, c'est de montrer aussi qu'il est chrétien. Donc voilà, pour répondre un peu à la question comme elle était initialement posée, les informations biographiques sur Arthur viennent seulement dans les textes les plus tardifs où la légende est vraiment étoffée, surtout par Jeffrey, pour faire d'Arthur un personnage littéraire complet. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres questions. Par rapport aux 12 victoires d'Arthur, s'il te plaît, est-ce que tu peux, je sais pas, est-ce que tu peux donner des dates? Non, mais quand j'en ai pas. Non, je savais pas qu'elles auraient ça. Sur quoi elles ont eu lieu et tout. Oui, par exemple, tu as parlé de la bataille du mont Badon, c'est ça? C'est vers quel siècle? Le cinquième, hein. Enfin, cinquième, début sixième. D'après les annales cambriées, c'est exactement en 516. Donc, C'est pas le numéro des chapitres. donc, à un moment donné, quelqu'un qui a recopié les annales de Cambrier décide que voilà, 516, c'est la bataille de Badon Hill et 537, c'est la mort d'Arthur. Mais bon, ils ne sont pas obligés de croire ça. Le, le modèle Arthur peut être un modèle de chef des Britanno-Romains aussi bien applicable au 5e qu'au 6e siècle. Bon, d'autres questions et peut-être d'autres sujets avec? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur Nennius et le pèlerinage d'Arthur à Jérusalem? Pourquoi vous pensez-vous cette histoire a été... Bon, déjà, est-ce que vous pensez que c'est une histoire vraie ou est-ce que c'est une histoire inventée? Et si elle est inventée, pourquoi pensez-vous elle a été inventée? Qu'est-ce que le pèlerinage à Jérusalem rajoute à la figure d'Arthur? Alors, oui, elle a été inventée, parce que de toute façon, tout ce qu'on dit sur lui, c'est une légende. Donc, elle a été inventée, selon moi, parce que déjà, l'auteur, il fait partie des ordres religieuses. Donc, c'est toujours une façon de créer un roi encore plus chrétien, qui croit en Dieu. Et
et qui montrent que justement, enfin, les auteurs montrent que c'est vraiment en ayant la foi qu'on réussit les batailles. Ouais, mais ça c'était déjà établi avec le récit des batailles, le rappel que Arthur porte la croix et l'icône de Sainte Marie toujours vierge. Le pèlerinage fait peut-être un peu plus que simplement souligner le fait que Arthur est un roi chrétien et que donc, le modèle du roi chrétien est le bon modèle. Donc, ça fait un peu plus de travail que simplement colorer l'image du roi chrétien. Mhm. Ouais, peut-être. C'est vrai. Est-ce que le pèlerinage d'Arthur à Jérusalem ne fait pas un peu plus de travail que montrer simplement un autre exemple de la piété chrétienne du roi? Oui. Non, quand même, il y va en personne. Il fait lui-même une croix sur le modèle de la vraie croix. Le truc est consacré. Il prie devant la croix. Il prie Sainte Marie et il est exaucé. Donc, je sais pas, pour moi, l'histoire du pèlerinage fait d'Arthur bien plus qu'un simple roi chrétien. C'est un roi providentiel, c'est l'élu de Dieu qui se rendant avec humilité devant Dieu, dans la ville de Dieu, et effectivement désigné directement. Donc, c'est pas seulement la piété qui est soulignée ici, mais le concept du roi divin est quelque part, je trouve, fortement présente. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, d'accord. Alors, passons à Jeffrey. Um, 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 oui, et c'est du chapitre long. C'est à peu près à la fin de la deuxième page de notre document que la scène avec la couronne commence. Donc, blabla. Briccius, déplorant les calamités de sa patrie, en accord avec les autres évêques, plaça la couronne sur la tête d'Arthur. Arthur avait alors 15 ans, mais il était un jeune homme d'un courage et d'une générosité sans pareil qui se joignirent à cette douceur de caractère et à une bonté innée qui lui valurent l'amour universel, ayant reçu les insignes, etc. Bla. Qu'est-ce que Jeffrey construit ici comme image? Le couronnement légitime ou héréditaire d'Arthur. L'insistance sur la jeunesse d'Arthur? Comment?
Je sais pas, Arthur a 15 ans, il nous dit, ça fait pas beaucoup pour quelqu'un qui a déjà gagné une guerre. Donc pourquoi le jeune Arthur? Pourquoi il ne peut pas avoir un âge raisonnable, admettons 25? Peut-être que le fait qu'il gagne des guerres et qu'il ait justement que 15 ans, ça le rend encore plus prestigieux. Ça montre qu'il est encore plus fort que les autres. Ouais. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit côté d'Alexandre le Grand ici? Le jeune chef courageux, idole de ces hommes. Je sais pas, en fait, je n'ai pas d'accord. Moi, je voyais un peu ici Arthur étant construit suivant le modèle des romans d'Alexandre qui ont peut-être été connus de Jeffrey. Et donc, peut-être il s'invente un héros fondateur pour la Grande-Bretagne. Donc, ce qui est Alexandre et pour les Grecs et les Romains, Arthur est censé le devenir pour l'Angleterre. C'est pour ça que moi j'ai pensé que cette scène avec le très jeune, mais déjà vainqueur Arthur, une sorte d'Alexandre britannique. On a peut-être le temps pour une dernière question. Bon, alors, concernant les circonstances, admettons que Nennius écrit au 9e, pourquoi avec lui pourquoi trouvons-nous avec lui cette version quand même très très étoffée de la légende, pardon, de l'histoire d'Arthur? Pourquoi le 9e siècle a besoin d'un Arthur? Et pas d'un Arthur qui est juste un nom qui a gagné 2 batailles, mais d'un Arthur qui est le héros complet de Nennius. C'est sûrement pour l'estime et son siècle. La légitime essentielle, montrer que dans le passé, il y a eu un vrai roi breton capable de défendre la Bretagne, montrer justement à son siècle, donc dans son siècle, ce qu'est un vrai roi, comment agir. Montrer est-ce que c'est un vrai roi victorieux? Honnêtement. Il n'y a pas des circonstances particulières, peut-être en Grande-Bretagne, autant de Nennius, entre guillemets, parce que bon, nous ne connaissons pas l'auteur. Il n'y a pas des circonstances particulières qui rendent l'existence d'un mythe fédérateur désirable. Il n'y a pas quelqu'un de nouveau qui débarque, qui fait la question vraiment simple. Les Vikings, les Vikings. Donc, si nous mettons Nennius quelque part dans la période de l'arrivée
des Vikings en Angleterre, il est peut-être compréhensible que les Anglais sont la fusion les anglo-saxons des habitants originaux, etc., etc. Bla. Donc, il est peut-être compréhensible que les Anglais, face aux Scandinaves, se cherchent un héros un fondateur qui les unit tous, qui les a unifiés, même si c'est par la force, pour faire face aux Scandinaves, aux Vikings de l'autre côté. Bon, donc ça c'est l'idée que je suggérais. L'Arthur vraiment dense et complet apparaît à partir du moment où il s'impose. L'histoire existait vraiment avant, mais s'impose seulement vraiment à partir du moment où l'Angleterre est menacée de nouveau par des pilleurs et des pirates venus de l'extérieur, par des armées qui débarquent, et où les histoires très rassurantes de l'élu de Dieu, Arthur, qui a toujours réussi à protéger la Bretagne. C'est dans ce contexte que ces histoires sont peut-être les plus satisfaisantes, et c'est pour ça qu'ils ont développé pour nous donner à la fin la version ultime de Geoffrey. Bon, s'il n'y a plus rien à dire sur le roi Arthur et son monde, je remercie mes deux présentatrices pour leurs interventions et je vous donne tous rendez-vous, je ne sais pas quelle date exactement, mais la semaine prochaine, je pense que la semaine prochaine, lundi, pour la suite de notre séminaire. Jusqu'à là, bonne soirée à vous. Bonjour.